depuis 130 ans. À toute époque, il faut en convenir, nos pouvoirs publics se sont tenus à l'immobilisme. Nous avons fait, certes, beaucoup en Algérie, pour l'Algérie, mais nous n'avions pas fait à temps des choses qu'il aurait fallu faire, si bien que le bouillonnement a fait un jour sauter le couvercle. C'est quatre siècles d'histoire de France, 4 siècles qu'il faut regarder, non pas à la loupe, regarder en face, simplement. Dans cette histoire de France, l'aventure, l'entreprise coloniale a joué un rôle très important. Elle a contribué à la richesse de la France, à un certain nombre de ses malheurs, un certain nombre de ses... Le mot déshonneur, c'est peut-être un peu excessif, mais enfin, de ses épreuves morales, en tout cas. La découverte du passé colonial de la France est tout à fait essentielle, puisque la France a été le centre d'un immense empire. Derrière la Grande-Bretagne, tout au long du XIXe siècle, la France a bâti un empire gigantesque, en Afrique, bien sûr, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, mais aussi l'Indochine, l'Asie. Donc des dizaines de millions de personnes dans le monde, tout au long du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, ont été partie prenante, membres de cet empire, partie constitutive de cet empire de plusieurs millions de personnes. Et la France a été le centre, la métropole de ce gigantesque empire. C'est donc une histoire intérieure française. L'histoire coloniale n'est pas une histoire exotique, périphérique. Elle est au contraire une histoire très franco-française, qu'on commence seulement maintenant à découvrir. Quelles en ont été les motivations ? Est-ce que c'était la civilisation, comme on a dit? Est-ce que c'était plutôt des intérêts économiques? Ou est-ce que c'était le patriotisme blessé après la guerre de 1870? Ou est-ce que c'était simplement l'action de quelques aventuriers et découvreurs comme Pierre Savorgnan de Brazza, qui est parti un peu par hasard en Afrique centrale, qui découvre des sociétés et qui ramène des traités d'occupation? L'histoire de la colonisation ne se limite pas à la conquête et à l'indépendance. Avant la conquête, il y avait des conflits qui peuvent survivre après coup, mais surtout que depuis les indépendances, le reflux, en quelque sorte, du problème colonial se retrouve dans les métropoles. Et c'est en métropole que se pose une sorte de problématique du post-colonialisme, où d'anciens colonisés se trouvent confrontés à une société à laquelle ils ne sont pas toujours adaptés. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le partage du monde entre les grandes puissances est quasi achevé. La France est à la tête du deuxième empire colonial, derrière l'empire britannique. Pour beaucoup de Français, cette réalité est longtemps demeurée abstraite, voire méconnue. Ils en prennent vraiment conscience en 1914, avec l'arrivée sur le sol de France des troupes coloniales venues combattre aux côtés des poilus. Cet immense empire regroupe alors près de 70 millions d'habitants, répartis sur tous les continents. Il s'est constitué au cours de 2 grandes phases d'expansion. La première colonisation s'inscrit dans le vaste mouvement de découverte de la Renaissance. Au XVIe siècle, la France lançait vers le Nouveau Monde ses premières expéditions. Baie du Saint-Laurent, Acadie, Québec. Elle prend ensuite pied en Louisiane, à Saint-Domingue, aux Antilles. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Français étendent leur emprise outre-mer. Des comptoirs sont créés sur les côtes africaines, en Inde également. Dans l'océan Indien, les îles Maurice et de la Réunion, alors nommées
Île-de-France et Île-Bourbon sont bientôt rattachés à la couronne. Il y a toujours eu en France un parti colonial et un parti anticolonial depuis depuis Montaigne, si on veut, depuis le XVIe siècle. Il y a ceux qui ont voulu aller courir les mers et là-bas y installer des comptoirs, puis des administrations, le système de pouvoir. D'autres qui voulaient simplement y gagner des sous. Sully, dès l'origine, dit c'est de la folie. Après les découvertes de Jacques Cartier, les premières découvertes françaises en Amérique notamment, c'est surtout par l'Amérique que ça commence, et même le continent américain et accessoirement les Antilles. Il y a aussi le fait que de la part de l'homme comme Sully, qui était protestant, il voit dans l'entreprise coloniale une entreprise de conversion catholique. La première étape est une étape manquée, en ce sens qu'elle n'obéit pas aux objectifs économiques du Portugal, de l'Espagne ou de l'Angleterre, et qu'elle est un peu fortuite lorsque nous allons au Canada ou lorsque nous prenons la suite des autres. On ne sait pas trop. D'abord, il n'y a pas de politique de colonisation pendant un siècle ou deux. C'est une politique, comme il a été dit quelquefois, de concurrence avec les autres pays, plus qu'une politique qui a un objectif. Assaillie par les Anglais, la première France coloniale commence à se disloquer sous Louis XV, avec la perte du Canada. Napoléon vendra la Louisiane aux jeunes États-Unis. Les Antilles demeurent françaises, mais en 1804, Haïti conquiert par la lutte son indépendance. La monarchie restaurée n'est guère disposée à relancer la France dans les aventures lointaines. Mais en 1830, un événement va changer le cours des choses. C'est la prise d'Alger, qui marque le départ de la seconde phase d'expansion coloniale. Décidée par Charles X pour contraindre le bey au versement d'une dette impayée, l'expédition visait surtout à détourner le mécontentement des Français contre sa politique. Louis-Philippe aussi souhaitera une occupation restreinte. Mais la résistance d'Abdelkader va entraîner la conquête systématique de l'Algérie. Conduite par le général Bugeaud, elle est achevée en 1847. Dans le même temps, les Français établissent de nouvelles bases sur les côtes d'Afrique, ainsi qu'à Tahiti. Napoléon III poursuivra énergiquement l'expansion outre-mer. Pénétration en Afrique, notamment au Sénégal avec Faidherbe. Colonisation de la côte Somalie. Annexion de la Nouvelle-Calédonie. Intervention en Annam. Et occupation de la Cochinchine. L'étape suivante, c'est que notre pays subit quelques échecs, soit sur le plan intérieur, soit sur le plan extérieur. Il cherche des compensations. C'est-à-dire qu'en 1830, à la faillite du gouvernement de Charles X, on conquiert l'Algérie. Après 70, avec la défaite de la France face à la Prusse, comme il a été dit, et une parole bien connue, on a perdu 2 enfants, c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine, et à la place, nous prenons de domestiques, c'est-à-dire l'Indochine et l'Afrique. Donc, c'est une politique de compensation. Mais cette politique de compensation, tout le monde l'a pratiquée. Nous ne sommes pas les seuls. C'est la Troisième République qui donne à la colonisation son élan décisif. Elle porte l'essentiel de ses efforts vers l'Afrique et vers l'Extrême-Orient. La Tunisie puis le Maroc deviennent des protectorats. La colonisation du futur Congo est entreprise, puis la conquête du Soudan, du Niger, de la Côte d'Ivoire. La domination française s'étend au Dahomey, à la Haute-Volta et à la Mauritanie. La progression vers l'Est est stoppée par la rencontre avec les expéditions britanniques. L'heure est à la concurrence entre les deux nations rivales. Elle n'est plus à la guerre. Pour regrouper ses possessions, un gouvernement de l'Afrique occidentale française, l'AOF, est créé en 1895, suivi après l'annexion du Tchad
par un gouvernement de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Au débouché de la mer Rouge, Djibouti est fondé, tandis que Gallieni se lance à la conquête de Madagascar. En Orient, la France s'empare de Hanoï, l'Annam devient un protectorat, le Tonkin est annexé et le Laos occupé. Jules Ferry reste la grande figure de cet impérialisme républicain.